Bonjour, mon nom est Martin Meunier. Je suis directeur du Collège des chaires de recherche sur le monde francophone de l'Université d'Ottawa. Et aujourd'hui, nous avons une table ronde fort intéressante qui porte le nom de Le défi de l'enseignement universitaire en français dans le nord de l'Ontario. Euh, et donc, je suis très content de vous accueillir tous et toutes. Alors, pour le mot d'ouverture, j'inviterai ma collègue, la professeure Martine Lagacé, vice-rectrice associée à la recherche, à, euh, à prendre la parole. Alors, merci beaucoup, Martin. Merci, chers collègues. Honorable sénateur Cormier, Madame Nicole Ayotte, adjointe de circonscription du député provincial de Sudbury, Jamie West, Mesdames, Messieurs les représentants de la France, de Haïti, de Patrimoine Canada, du gouvernement de l'Ontario, du secrétariat du Québec aux relations canadiennes, de l'Agence universitaire de la francophonie, de l'Assemblée de la francophonie ontarienne, de l'Association des collèges et universités de la francophonie canadienne, de l'Association canadienne-française de l'Alberta, de l'Association canadienne-française pour l'avancement des sciences, chers collègues du corps professoral des universités laurentiennes, Hearst, York, Waterloo, Sudbury, Laval, de l'Université du Québec à Chicoutimi, de l'Université de l'Ontario français et de l'Université d'Ottawa. Soyez les bienvenus. Acteurs, actrices et défenseurs de la francophonie universitaire qui êtes venus nombreuses et nombreux vous joindre à cette table ronde virtuelle au cours de laquelle nous échangerons sur les enjeux auxquels font face les universités francophones au Canada. D'abord et avant tout, en tant que vice-rectrice associée à la recherche à l'Université d'Ottawa, permettez-moi de débuter cette session en rendant hommage au peuple algonquin, gardien traditionnel de la terre sur laquelle se situe l'Université d'Ottawa. Nous reconnaissons le lien sacré de longue date unissant ce territoire qui demeure non cédé. Nous rendons également hommage à tous les peuples autochtones qui habitent Ottawa, qu'ils soient de la région ou d'ailleurs au Canada. Nous reconnaissons les gardiens des savoirs traditionnels, jeunes et âgés. Nous honorons aussi leurs courageux dirigeants d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Alors, comme vous le savez, il y a à peine un mois, l'Université Laurentienne annonçait qu'elle se plaçait à l'abri de ses créanciers découlant de déficits récurrents, d'une augmentation des coûts et d'une diminution des recettes dues, entre autres, à la pandémie. Ça a été une annonce qui a eu l'effet, bien sûr, d'un coup de tonnerre dans le milieu universitaire en Ontario, mais aussi dans toute la francophonie canadienne. La rencontre d'aujourd'hui que le professeur Martin Meunier, directeur du Collège des chaires de recherche sur le monde francophone, convoque, se déroule au moment où quelques-unes de nos universités canadiennes bilingues ou francophones traversent une période de très, très graves turbulences. La table ronde permettra donc d'engager avec nos 5 panélistes une discussion importante sur les enjeux et les défis de l'enseignement et de la recherche en français, en nous penchant tout d'abord sur la situation qui affecte le nord de la province. Le regard croisé de professeurs et de chercheurs en philosophie, en sciences politiques, en sociologie, en histoire alimentera cette réflexion incontournable sur l'avenir de la recherche et de l'enseignement au sein de la francophonie universitaire en contexte minoritaire. La situation de l'Université Laurentienne, ébranlée par les effets de la pandémie, alors même que le décollage de l'Université de l'Ontario français vit aussi quelques soubresauts, nous interpelle tous et toutes en tant qu'acteurs du secteur de l'éducation postsecondaire francophone. Les derniers développements que nous connaissons fragilisent non seulement l'université, ses professeurs, ses étudiants, ses employés, mais toute une communauté francophone desservie dans la région du nord de l'Ontario. Du fait de son statut et de son mandat d'université bilingue, l'Université d'Ottawa est au même titre que de nombreux autres acteurs de la francophonie ontarienne, à la fois directement concernés, mais aussi très préoccupés par cette situation qui affecte l'ensemble du réseau de l'éducation postsecondaire en français de la province. Il est donc vital que nous témoignions de notre solidarité à l'égard des institutions d'éducation postsecondaire francophones, qui sont les garants du développement et de l'épanouissement des communautés de langue française. Il est aussi essentiel de trouver des solutions durables pour rétablir la situation et éviter que ne se reproduise ce que nous vivons actuellement. De trouver des solutions collectives à l'échelle de la province et du pays
qui vont au-delà des seules logiques financières, qui risquent de réduire l'avenir de l'éducation de milliers de jeunes franco-ontariens et franco-ontariennes et de mettre en péril des années de recherche de très, très grande qualité. J'aimerais terminer ces quelques mots en vous rappelant que nous sommes au début de ce mois de mars, qui est le mois de la francophonie qui est donc à l'honneur durant tout ce mois, et que sa vitalité dépend aussi de notre capacité collective à transmettre et à véhiculer les savoirs par le biais de la langue française. Merci encore une fois au Collège des chaires de recherche sur le monde francophone, à son directeur Martin Meunier, d'avoir initié cet événement aujourd'hui. Je vous souhaite à tous et à toutes, mesdames, messieurs, une excellente discussion, une bonne table ronde. Voilà. Merci beaucoup, Martine. Alors, je rappelle rapidement les consignes. S'il vous plaît, je vous demanderai d'avoir vos micros fermés durant les conférences. En fait, vous pouvez écrire vos questions dans la boîte de dialogue. Vous pouvez les écrire au fur et à mesure, comme vous le voulez, comme vous pouvez les écrire lors de la période de questions. Cette période va être assez longue, une trentaine de minutes, qui est consacrée, donc je vous incite à le faire. Je vais donc commencer en introduisant le premier participant. Il s'agit du professeur Serge Méville, qui est professeur agrégé à l'Université Laurentienne. Serge est donc professeur au département d'histoire et titulaire de la chaire de recherche en histoire de l'Ontario français. Il s'intéresse notamment au discours des historiens dans l'espace public canadien après la Seconde Guerre mondiale et il s'intéresse aussi de très près à la francophonie canadienne et évidemment à l'histoire du Canada français. Serge, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Je vais faire un partage avec mon diaporama parce que j'ai fait un peu de recherche dans les journaux de la Laurentienne, des images très intéressantes. Donc, premièrement, merci Martin, merci Madame Lagacé, merci au Collège des chaires d'avoir organisé tout ça, vraiment, là, et merci à tout le monde d'être ici en si grand nombre. Je ne vais pas m'attarder durant cette intervention sur les questions budgétaires. Vous en connaissez autant que nous et on en connaît plus ou moins les détails. Mon propos va plutôt porter sur l'institution bilingue, Laurentien, et son rapport à l'Ontario français, ce qui explique finalement en grande partie mes inquiétudes devant la présente procédure à l'œuvre à la Laurentienne, une procédure qui s'opère derrière des portes closes, dois-je le rappeler. Si je devais résumer ma thèse, je dirais que l'institution, en raison de sa nature bilingue, c'est très particulier dans le nord-est ici, est incapable de penser l'universel à partir du fait français. Ouais, le français comme une langue dans laquelle il faut donner des services, plutôt qu'une langue à partir de laquelle il est possible de réfléchir, je crains vraiment que la restructuration de l'institution ne soit que vraiment peu sensible au rôle primordial que joue l'université en milieu minoritaire en Ontario français. Ce rôle n'est pas tout à fait le même que si nous sommes majoritaires. L'image qui me vient immédiatement en tête par rapport à la crise de la Laurentienne est celle du radeau de la Méduse. Vraiment un magnifique tableau là, romantique de Théodore Géricault là, qui est peint entre 1818-19. Bon, rappelons que la frégate Méduse a fait naufrage près de la Mauritanie là, en 1816, un an après la Restauration là, qui a ramené les Bourbons sur le trône de la France. À la tête du navire était Chaumeré, un noble royaliste là, qui n'avait pas navigué depuis plus de 20 ans. Et l'œuvre a scandalisé. Son tableau critiquait notamment l'esclavagisme, mais également l'incompétence du capitaine et des officiers, ce qui a ébranlé la monarchie restaurée. Le tableau montre néanmoins la lueur d'espoir d'être récupéré, d'être escapé par le navire Argus au large. Malgré la situation tragique, là, les survivants gardent espoir, tout sauf l'homme accoudé, omnibulé par la situation. Mais on n'est pas sur le radeau de la Méduse, on est vraiment dans le radeau de la Laurentienne, naufragé sur le lac Ramsey. Le capitaine et ses officiers ont pu s'enfuir dans un bateau de sauvetage afin d'accoster sains et saufs. Et dans le secret des procédures juridiques, le récit de voyage, si on me le permet, est vraiment l'affidavit du 1er février. Et dans lequel on peut voir que c'est l'équipage, le grand coupable des débords du navire, les professeurs surtout, et les programmes, plutôt que ceux ayant pris la décision de foncer tout droit devant les hauts fonds.
D'une perspective francophone, il y a vraiment très peu à se réjouir. En ciblant directement dans la philadelphie les cours ayant moins de 15 étudiants comme étant un facteur aggravant du problème, la Laurentienne n'a vraiment rien fait pour sécuriser la communauté franco-ontarienne. Lorsqu'on réitère son engagement envers le bilinguisme et le biculturalisme, on doit vraiment se poser la question, quelle en est sa valeur? C'est une crainte qui est aggravée si on jette un regard historique sur le fait français à la Laurentienne, ce qui permet vraiment de souligner toute la fragilité de cet engagement dans la durée. La Laurentienne voit le jour en 1960 à la suite des négociations intenses entre l'Université de Sudbury, une institution catholique et bilingue gérée par des jésuites, l'Université Huntington chez l'Église unie et l'Église anglicane qui souhaitait mettre sur pied 3 ans plus tard l'Université Thorneloe. Donc, la Fédération de Laurentienne, on voit l'organigramme ici, permettait alors à ces institutions confessionnelles de toucher une part des subsides provinciaux afin d'opérer. Donc, il s'agit de la première université bilingue de nature publique en Ontario, puisque l'Université d'Ottawa va se laïciser 5 ans plus tard. Remettons-nous dans le contexte. Les Franco-Ontariens à cette époque n'ont pas accès à des écoles secondaires publiques de langue française. C'est également l'époque de la commission Laurando-Dunton qui nous a appris que les Canadiens français formaient un des groupes les plus économiquement défavorisés du pays. Disons-le autrement, nous avions une population sous-scolarisée, pauvre, dont le taux d'analphabétisme est absolument indécent et a une très faible tradition de fréquentation universitaire. On nous a donc offert des institutions bilingues pour compenser. Le bilinguisme de la Laurentienne, toutefois, c'est rapidement devenu rien de plus qu'un accommodement linguistique. On traduit de l'anglais vers le français et on offre certains services, des cours, des programmes, dans cette langue. C'est une université qui se pense en anglais. N'en déplaise à ceux qui vantent encore l'effervescence culturelle franco-ontarienne des années 70 à Sudbury, qui a émané à partir de la Laurentienne, le français il a toujours été un champ de bataille. Par exemple, le baccalauréat en commerce s'est gagné après d'importants combats, tout comme les programmes en sciences, parce qu'évidemment, qui oserait penser la science en français? Le commerce, ça ne se fait pas en français, du moins c'est l'argument qu'on mettait de l'avant à l'époque. Si nous formons des enseignants à la Laurentienne, il faut d'abord remercier le ministère de l'Éducation qui a donné en 1963 une école normale à Sudbury et qui a construit en 1970 ce qui deviendra le pavillon Alphonse Raymond, une école normale de langue française finalement. Donc, la faculté d'éducation a été transférée vers la suite, là, en 1974, à la Laurentienne. Si on écrit le drapeau franco-ontarien l'année suivante, l'administration refuse de le faire flotter, de sorte qu'il a été dévoilé au haut de la colline à l'Université de Sudbury. Même la désignation dite partielle de l'institution sous la loi sur les services en français a vraiment été le résultat d'un combat hostile qui a épuisé ceux qui ont mené le projet. Le résultat est si dilué qu'il tient qu'à peu de choses, finalement. On dirait aussi que l'expansion de la Laurentienne est imaginée par et pour reprendre le vocable, la majorité de langue anglaise. Et c'est banal, finalement. Le campus de Barrie, un campus unilingue qui œuvrait entre 2001 et 2017 et qui a contribué à notre débat financière, était notamment une machine à assimiler les francophones du centre-sud. On l'a vu lorsqu'ils sont venus chez nous pour compléter leur baccalauréat. De son côté, si l'école d'architecture offre quelques cours en français, il s'agit néanmoins d'un programme en anglais avec des, je cite, options en français. Quant au recrutement international, l'institution s'est lancée cœur et âme en Asie et au Moyen-Orient, négligeant pendant longtemps la francophonie. Malgré la popularité des programmes d'immersion au Canada, l'université n'a pas élaboré de stratégie d'intégration de ses étudiants en son sein. Le fait français est également mis à l'épreuve à l'École de médecine du Nord de l'Ontario. C'est une institution partagée entre la Laurentienne et l'Université Lakehead à Thunder Bay. Si elle a un devoir de recruter des Franco-Ontariens et des francophones, elle affirme néanmoins, et je cite ici, « la langue d'administration et d'enseignement officiel est l'anglais », fin de la citation. Alors, la plupart des sites web n'est qu'accessible qu'en anglais canadien. L'onglet Recherche nous rappelle que le français n'est pas une langue qui pense par elle-même. Comment expliquer cette situation autrement par l'idée inculquée depuis fort longtemps selon laquelle le français n'est pas universel, mais plutôt une affaire locale, renfermée, reculée ou folklorisée? Une collègue me le rappelait l'autre jour, lorsqu'elle affirmait qu'il était nécessaire d'enseigner l'italien aux étudiants afin d'ouvrir leurs horizons et d'en faire des ambassadeurs à l'international. J'ai compris que le français, une langue parlée par plus de 300 millions de locuteurs sur tous les continents, était trop petite à Sudbury pour être un tremplin vers l'universel. Le déficit de légitimité du fait français dans l'institution dans le nord de l'Ontario est tragique. Faut-il s'en offusquer? L'institution, ultimement, ne fait que reproduire ses valeurs fondamentales, celles d'une université de langue anglaise qui offre des services en français.
Mercantile, elle pense l'avenir en français, la croissance, la rentabilité, de sorte que nous avons perdu la capacité, je crois, de rêver l'universel en français. Donc, comment espérer l'équité, le développement et l'avancement du savoir et de l'enseignement en français dans un milieu où la langue et la culture française sont vues comme étant un ensemble clos, hermétique, renfermé? Le rôle de l'institution universitaire en milieu minoritaire est celle de faire le pont entre le particulier et l'universel. Il s'agit d'être un générateur de culture, de connaissances et d'appartenance. En Ontario français, l'institution universitaire doit permettre de légitimer la langue, la culture, l'histoire, les débats, la réflexion, la science du milieu. Dit autrement, il offre un moyen de réfléchir à partir de l'Ontario français, de nous nommer, d'exister. D'autres l'ont dit mieux que moi, hein, c'est la fonction ontologique de l'institution. En ce sens, la Laurentienne, je pense, est incapable de jouer pleinement ce rôle en Ontario français. C'est donc ici qu'il faut sonner l'alarme. Cette institution a démontré par son histoire qu'elle est incapable de penser à partir de l'Ontario français. Comment est-ce que des administrateurs nouvellement débarqués à Sudbury, avec des avocats hautement payés à Bay Street à Toronto, vont penser le fait français, dans ce que le recteur nomme la Laurentian 2.0? Comment faire confiance à un processus qui est l'antithèse de la transparence et de la gouvernance collégiale, alors qu'on sait qu'il a fallu des luttes ouvertes pour tout gagner sur le chemin du lac Ramsey lorsqu'il est question du fait français? Quels seront les critères pour couper? Qui va mesurer et comment? Lorsque le recteur et les avocats affirment que la Laurentian is unsustainable, puisque la majorité des cours ont moins de 15 étudiants, comment ne pas se sentir visé dans nos programmes en français? Laurentian 2.0 va-t-elle être pensée en français? C'est impossible parce que ce serait contraire à la nature de l'institution. Donc, pour conclure, nous sommes présentement en état de déréliction. Pourtant, l'institution s'est remise à chanter les psaumes du bilinguisme et du triculturalisme. Elle s'efforce d'affirmer qu'elle va sauvegarder du fond des décombres ces nobles principes, qui sont vraiment les vestiges d'une époque révolue et auxquels il n'a jamais réellement participé. Les réformes, nous ne les initions pas. Nous allons les subir. C'est la déchéance du peu de pouvoir que nous avions difficilement gagné en français. Pourtant, les conditions, et je termine là-dessus, qui ont imposé le modèle bilingue à la Laurentienne en 1960 n'existent plus. Peut-être faudrait-il alors profiter de l'occasion pour corriger le tir pour l'avenir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Miville, pour cette conférence à la fois grinçante à certains égards, comique à d'autres, mais quand même d'un ton très grave. Et je vous remercie. Certainement, vous allez susciter plusieurs questions et interrogations. Passons maintenant, si vous le voulez, au deuxième participant qui est M. Denis, le professeur Denis Urtubise. Denis Urtubise est professeur agrégé à l'Université Laurentienne. Après avoir agi à titre de gestionnaire universitaire pendant près de 14 ans, Denis Urtubise est professeur de philosophie à l'Université Laurentienne de Sudbury. Québécois d'origine vivant en Ontario depuis 2014, il s'intéresse de manière particulière aux questions ayant trait à la francophonie en situation minoritaire, à la politique au Québec, au multiculturalisme canadien, à la gouvernance universitaire et à l'éthique professionnelle. Monsieur Denis Urtubise a également publié un excellent article sur le français à l'Université Laurentienne. Alors, je lui laisse tout à fait la parole, chers collègues. Merci, M. Meunier. Bonjour tout le monde. Alors, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce matin et merci de l'invitation, évidemment, que j'ai beaucoup appréciée. Alors, maintenant, je vais partager mon écran en espérant que ça fonctionne. Ça ne semble pas fonctionner ici, là. On dit « Animateur a désactivé le partage d'écran par les participants ». OK. Bon, alors je vais... Oui, je vais vous mettre... merci, Eric. Vous êtes co-organisateur, maintenant vous devriez être capable. D'accord, voici. Voilà, alors j'installe. Et voici, tout le monde voit bien? Oui. Excellent. Alors, bon, pour moi, ce matin, je vais présenter une approche beaucoup plus numérique, si on veut, c'est-à-dire une analyse que j'ai faite il y a 2 ans et que j'ai remise à jour tout récemment
des nombres d'étudiants inscrits dans les programmes en français et dans les programmes en anglais à la Laurentienne et voir ce que ces nombres-là nous enseignent. Donc, les nombres que j'ai couvrent 21 années, donc 2001 à 2020-2021. Alors, première question que je me suis posée à l'époque et que j'ai poursuivie et qui, je pense, est très pertinente actuellement, c'est à savoir, OK, qu'est-ce qu'il y en est du nombre d'étudiants et étudiantes qui étudient dans des programmes en français à la Laurentienne? La question est très pertinente pour nous parce que on s'est fait, pendant des années, on s'est fait dire que ça va donc mal en français. Les nombres d'étudiants s'y déclinent, puis ainsi de suite, tellement qu'on vient à croire que c'est vrai. Alors, je me suis dit, ben, allons voir ce qu'il y en est. Et vous avez ce graphique-là qui montre que non, pas du tout, au contraire. Ce qu'on peut dire en gros, c'est que le nombre d'étudiants qui sont inscrits en français a augmenté de 47 % entre 2000 et 2020. Et ce qu'on a vu finalement, c'est qu'il y a eu, il y a 3 périodes essentiellement, très rapidement. Initialement, entre 2000 et 2006, il y a une hausse et évidemment, il y a eu la double cohorte. Ensuite, on a eu 9 années de relative stabilité. Et depuis 2016, on a 5 années de hausse continue. OK? Si bien que depuis 2016, le nombre d'étudiants inscrits dans les programmes en français à Laurentienne est en hausse de 29 %, ce qui est très, très bon. Ce que ça nous dit essentiellement, c'est que, bon, bien, au contraire, la légende urbaine a l'effet que ça va donc mal en français à Laurentienne dans les programmes, c'est absolument faux. OK? Vous voyez, les nombres qui sont ici illustrent qu'au contraire, depuis 5 ans, on est en pleine expansion, en pleine hausse. C'est une très bonne nouvelle. Alors ensuite, j'ai pensé, bien voici, on doit se demander qu'est-ce qui se passe du côté anglais. OK? Alors vous avez maintenant la même courbe, OK, la précédente, qui revient en bas d'écran et vous avez les vicissitudes essentiellement de l'évolution des nombres d'étudiants inscrits aussi dans les programmes en anglais. Okay? Et là, on voit que de ce côté-là, la hausse a été beaucoup plus soutenue, c'est-à-dire que alors qu'en français, on parle d'une hausse sur 21 ans de 47 %, en anglais, c'est 69 %. Donc, OK, il y a quelque chose qui s'est passé pour que, justement, ça augmente beaucoup plus en termes de nombre d'inscrits dans les programmes en anglais. Alors, je me suis demandé, mais pourquoi? Comment expliquer ça? Qu'est-ce qui fait qu'il y a un écart essentiellement qui s'est creusé? Et ça nous amène au prochain tableau graphique, pardon. OK, vous voyez, ça c'est un peu plus compliqué. Ce qu'on a ici, c'est une représentation de la hausse de l'écart entre les nombres d'étudiants inscrits en français et en anglais. OK? Alors, on prendrait, si vous regardez au coin en bas à gauche, vous avez le point de départ, écart 2000. Donc, ça veut dire que la base de tout le graphique, c'est 2569,1 étudiants, équivalence d'étudiants à temps plein. Okay? Ça, c'est la base. Et ce qu'on montre finalement, c'est, OK, si on prend l'ensemble de ce qu'il y a sur la courbe, pâle et foncé, ça, c'est l'évolution de l'écart, en fait, l'évolution de l'écart, effectivement, sur 21 ans entre les deux populations. Et alors, vous avez deux couleurs. Pourquoi? Vous avez un petit carré, un petit rectangle où on voit qui indique, bon, ce qui est pâle, c'est les programmes pré-2000. Ce qui est foncé en dessous, c'est les programmes post-2000. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Ce que j'ai mesuré avec ce graphique-là, c'est l'impact des programmes qui existaient en anglais avant l'an 2000. Okay? Alors, si on s'en tient à ça, on voit essentiellement la contribution de ces programmes-là à l'écart entre les nombres d'inscrits en français et en anglais. Et ensuite, vous avez ce qui est foncé. Ça, c'est la contribution des programmes créés depuis l'an 2000 en anglais seulement. Comme Serge le disait, Serge disait quelque chose qui vraiment est illustré ici, à savoir que dans les faits, on constate que l'Université de Laurentienne s'est vraiment développée en anglais, en particulier depuis l'an 2000. Pourquoi? Imaginons, si vous retirez la partie plus foncée du graphique, alors tout ça s'écrase, OK? Et on voit qu'il
Et ça, c'est juste en 2017, ce graphique-ci, je ne l'ai pas mis à jour parce que ça prend beaucoup de temps à faire ça. Alors, si on enlève la partie foncée sous la courbe, OK, on voit que l'écart qui reste, la partie pâle, n'est pas si important que ça, finalement. OK? Mais ce qu'on voit, c'est que comme l'Université Laurentienne a développé beaucoup de programmes depuis l'an 2000, en anglais seulement, et très peu de programmes en français seulement, ça donne ce qu'on voit ici dans la zone plus foncée sur le graphique, à savoir, on voit vraiment qu'il y a comme eu deux vagues essentiellement qui ont causé une croissance de l'écart entre les deux populations. Des programmes créés avant l'an 2000 qui ont eu, on voit très bien aussi, c'est intéressant, la durée de vie des programmes. On voit que les programmes s'essoufflent après un certain temps. Hein. Quand on arrive en 2017, on voit que, wow, il y a beaucoup moins d'étudiants dans ces programmes-là. Okay? Mais ça a été compensé par un investissement massif dans la création de programmes en anglais entre 2000 et 2011, 12 et 13. Si bien qu'on a deux couleurs ici, on voit vraiment que l'écart a été dopé essentiellement par la création d'un tas de programmes en anglais seulement, mais pas en français. Alors, ça nous amène un peu plus loin. Si on veut analyser un peu plus ce qu'on voit là-dedans, on pourrait voir divers facteurs. Il y a eu le facteur Berry, mais ce facteur-là est fini. Alors, j'ai des graphiques dans mon article que je n'ai pas inscrits ici parce que maintenant, c'est passé. Mais si on regarde maintenant, ça, c'est assez intéressant aussi. L'investissement de l'Université Laurentienne dans le recrutement d'étudiants internationaux. On voit ce que ça donne ici, vous voyez. La Laurentienne recrute depuis environ 20 ans hors du pays. Okay? Et on voit ce que ça donne finalement. Regardez la courbe bleue. Ça, c'est les étudiants internationaux inscrits dans des programmes en anglais. Et vous voyez les nombres, c'est énorme. Okay? Et en français, ça a essentiellement vivoté jusqu'en 2017-18. Pourquoi? C'est qu'en 2017-18, on a engagé une personne, très compétente d'ailleurs, qui recrute maintenant pour des programmes en français. Et qu'est-ce qui se passe? La courbe monte, voyez-vous? Imaginez si l'Université Laurentienne avait investi plus tôt en engageant cette personne-là ou une autre, 10 ans plus tôt. Il y aurait beaucoup plus d'étudiants internationaux inscrits dans les programmes en français à Laurentienne, voyez-vous? Donc, on voit vraiment l'impact ici. Ça nous amène au dernier graphique qui reprend ce qu'on a vu ici. Alors, je remonte d'un graphique et maintenant, je descends. Regardez, c'est la même chose, mais analysé avec un autre angle. Ici, on regarde quels sont les éléments contributeurs à l'écart. Okay? Et on commence par le haut. Ce qu'on voit en vert, ça, c'est l'impact de Berry à l'écart. Et on voit très bien ici qu'il y a eu un gros impact pendant longtemps. Et évidemment, en 2017, c'était pratiquement terminé. Et le graphique, en 2020, on ne verrait plus rien parce qu'il n'y a plus d'étudiants à Berry pour la Laurentienne. Ce qu'on voit en marron, si on veut, okay, ça, c'est l'apport des étudiants internationaux. Okay? Et vous voyez, ça reflète le graphique précédent. Okay? On voit qu'il y a un investissement massif de ce côté-ci, en anglais, pas en français. Qu'est-ce que ça donne? Voici la contribution des étudiants internationaux inscrits en anglais, okay, dans les programmes de Laurentienne. Ça augmente l'écart. Et le reste, ce sont des étudiants domestiques, essentiellement du Canada, qui sont inscrits dans des programmes offerts uniquement en anglais et qui ont contribué essentiellement à la hausse de l'écart. Alors, ce qu'on voit essentiellement, c'est que dans les faits, et là, il n'y a pas du tout d'analyse d'intention, je n'étais pas là de toute façon, je n'ai pas étudié quelles ont été les politiques et ainsi de suite. Ce que je regarde simplement, ce sont les nombres. Et quand on regarde les nombres, ce qu'on voit, c'est que l'université, entre 2000 et 2014-15, a massivement investi dans la création de programmes uniquement en anglais. Okay? Et aussi, d'une manière secondaire, l'impact est moindre dans le recrutement d'étudiants internationaux uniquement en anglais. Et ce que ça a donné, finalement, ça donne le graphique qu'on a ici, à savoir une hausse très importante de l'écart entre les inscriptions dans les programmes en français et dans les programmes en anglais. Okay? Et évidemment, ce que ça nous dit aussi, essentiellement, c'est, bon, OK, on voit quelles sont les causes. On peut déduire, bon, quels seraient les correctifs, évidemment. On s'y attend, c'est-à-dire, bon, mais, et d'ailleurs, ça se fait présentement, investir beaucoup plus dans le recrutement international pour les programmes en français. Et surtout, investir davantage dans les
la création de nouveaux programmes en français. Dernière chose pour conclure, ce que ça dit aussi, d'une manière, c'est que ça nous illustre, et là je remonte à mon premier graphique, OK, sur les programmes en français, les inscriptions en français. Ça indique que malgré tout, malgré l'absence d'investissement, OK, à peine équivalent à ce qu'on a fait du côté anglais, les programmes en français ont malgré tout tiré leur épingle du jeu. C'est presque un petit miracle finalement. OK? Et ça nous indique que malgré tout, malgré le manque d'attention accordée à ces programmes-là, ceux-ci sont en très, très bonne santé. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Denis Ortubise, pour cette conférence qui éclaire beaucoup en mettant la table avec des chiffres. Merci. Maintenant, passons à M. Simon Laflamme. Simon Laflamme est professeur titulaire, il est bien connu, bien sûr, par tout le monde ici, titulaire en sociologie à l'Université Laurentienne. Il dirige le programme de doctorat en sciences humaines. Il poursuit des recherches en sociologie des communications, en sociologie économique. Il est auteur de plusieurs livres, dont Méthodes statistiques en sciences humaines, Initiation thématique à la sociologie et Suite sociologique. Simon, je te laisse la parole. Merci. Éric, est-ce que c'est toi qui vas projeter le diaporama? Oui, je peux faire ça. Bon, Je vais alors, le mettre Est-ce que vous le voyez? moi je le vois. Parfait. Tu peux passer tout de suite à la diapositive suivante. OK. Alors, bon, merci pour cette invitation à la chaire. Alors, la question le questionnement qui a été proposé par Martin suscite en moi 3 questions. Celle de l'enseignement universitaire en Ontario français, celle de l'enseignement universitaire dans le nord de l'Ontario et celle de la crise budgétaire à la Laurentienne. 3 questions qu'il me paraît important de distinguer. Si tu pouvais aller à la diapositive suivante, s'il te plaît. Alors, à la première question, c'est celle de l'enseignement universitaire en français. À la première question, ça m'a pris du temps à y arriver, mais j'y suis arrivé. Je considère que les universités bilingues ne sont pas la structure idéale pour l'enseignement français en Ontario, pour plusieurs raisons. Je les énumère brièvement. Une tendance statistique, celle que Denis vient de présenter. La proportion de francophones dans les universités bilingues diminue. Le confinement des disciplines, les programmes en français sont concentrés dans les humanités et les sciences sociales, comme si c'était moins important d'avoir des programmes en français dans les sciences naturelles. La langue de l'administration tend à être l'anglais. Les attaques de l'administration vise souvent pour des raisons budgétaires, comptables, les programmes en français parce qu'il y a moins d'inscriptions dans les programmes en français que dans les programmes autres que français. L'incomplétude des programmes parce qu'il y a toujours des bonnes raisons de ne pas assurer l'entièreté d'un programme en français, mais il y en a toujours un peu moins en anglais. L'anglais comme solution de remplacement, c'est-à-dire que les étudiants s'inscrivent dans des programmes en français, mais si le cours en français n'est pas donné, ce n'est pas grave parce que l'étudiant peut suivre en anglais. Et la désinvolture des administrateurs, si les programmes en français n'ont pas d'étudiants, c'est jamais parce que les programmes sont incomplets, c'est toujours parce que les étudiants préfèrent s'en aller étudier en anglais. Et puis pour le principe, il est temps que l'Ontario français ait son université en langue française, mais une vraie université en langue française. La diapositive suivante, s'il te plaît, Eric. Alors, la deuxième question, c'est celle d'une université française. Alors, le nord de l'Ontario a besoin de ces 3 universités.
il a besoin de Lakehead, il a besoin de la Laurentienne et il a besoin de Hearst. Pourquoi il a besoin de ces universités-là? Parce que l'université, ce n'est pas qu'une université. L'université, c'est un lieu en communication avec une communauté qui favorise le développement de la communauté, dont l'institution universitaire s'enrichit elle-même. Et cette dynamique-là, elle est essentielle au développement d'une communauté. Or, dans le Nord, il n'y a que 3 universités pour une espèce de continent. Ne pas faire en sorte que ces universités soient en mesure d'offrir tous les programmes à la communauté nuit énormément à la possibilité même de la pérennité du Nord. Pour cette raison-là, il est fondamental qu'il y ait l'Université Laurentienne, mais comme institution entière, l'Université Lakehead comme une institution entière et l'Université de Hearst comme une université d'appoint avec ses 3 campus à Kapuskasing, Hearst et Timmins. Pourquoi à ce moment-là nous proposer une université spécialisée? La notion d'université spécialisée, elle est incompatible avec la possibilité d'une relation entre une université du Nord et sa communauté. On peut imaginer une école des mines à Sudbury qui serait de niveau universitaire, mais ce ne serait plus université. C'est sûr que ça produirait beaucoup d'argent et que ça ne coûterait pas trop cher dans la logique d'un gérant d'université. Mais ce n'est pas une université, puis ça ne peut pas être utile au Nord, parce que le Nord, ce ne sont pas que des mines, c'est aussi du théâtre, c'est de la littérature, c'est de la santé, c'est de la criminalité. Et l'université doit être en mesure de comprendre son milieu et d'apporter à son milieu tout ce qui est nécessaire pour que le milieu se développe. La francophonie, tout ce que je viens de dire pour le Nord et son université peut être tout simplement exporté dans le rapport entre la francophonie et son université. Si c'est vrai pour le Nord, c'est vrai pour la francophonie du Nord, parce que la francophonie du Nord elle-même a besoin de tous ces programmes. La diapositive suivante. Éric, s'il te plaît. OK. Pourquoi il y a une crise à la Laurentienne? Selon l'administration, c'est clair, ça fait 10 ans qu'on nous le dit. Au premier chef, c'est parce qu'il y a trop de professeurs et parce que les professeurs sont trop payés. Remarquez que trop de professeurs, ça fait pas 400, et puis trop payé, c'est payé comme partout ailleurs. Parce qu'il y a trop de programmes. Ça, c'est un décret qui a été établi au départ. Et est altère parce que, bon, on dirait, par exemple, qu'il y a une diminution de la population du Nord. Pourquoi y a-t-il une crise selon les professeurs? C'est parce que la gestion de l'université a été conduite à huis clos en mettant les professeurs à distance. Donc, les décisions de quelque ordre qu'elles soient, qu'elles aient trait à la pédagogie, qu'elles aient trait au contenu des cours, au contenu des programmes, ont toutes été prises à l'intérieur d'une administration fermée. Et jamais aucun rapport d'évaluation des programmes qui contestait tous l'administration de l'université n'a été pris en considération par l'administration de l'université. L'argument budgétaire de l'administration, d'une certaine manière, il est vrai. C'est vrai. C'est vrai que si on éliminait tous les professeurs à plein temps, qu'on maintenait simplement une poignée de professeurs à temps partiel dans des programmes qui attirent énormément d'étudiants, ça fera en sorte que ça coûterait moins cher, puis ça serait bien l'Université Laurentienne. Mais ce ne serait plus une université. Pour avoir une idée comme celle-ci, il faut ou bien être fonctionnaire, ou bien ne pas avoir conscience. Être fonctionnaire ici, ça veut dire suivre les directives qui viennent d'en haut, ou bien ne pas avoir conscience du rapport qu'il y a entre une université et une communauté. Une université, ça n'existe pas en soi. Une université, c'est la possibilité de faire de la recherche sur un milieu, de recevoir de l'information sur un milieu, de retourner l'information au milieu à tous les niveaux, dans tous les secteurs. Et cette recherche-là, elle est importante, aussi bien en littérature qu'elle est en démographie, qu'elle est en santé et qu'elle est en sciences sociales.
L'université, ça doit avoir des professeurs à plein temps. Pourquoi des professeurs à plein temps? Parce que les professeurs à plein temps, ils sont engagés dans l'université, ils sont dans un rapport direct avec l'université. Et en plus des professeurs à plein temps, ça rend possible des programmes d'études supérieures. Dans l'idée farfelue de n'avoir que des professeurs à temps partiel, il y a l'impossibilité même de s'imaginer ce que sont des études de niveau supérieur, des études de maîtrise et des études de doctorat qui, elles, dès lors qu'elles sont inscrites dans des programmes, demandent que les professeurs soient à plein temps. Une université, ça suppose des professeurs à plein temps. Une université, ça suppose des professeurs à plein temps qui enseignent en fonction de ce qu'ils comprennent de leur milieu, qui font de la recherche pour comprendre le milieu et importer cette information dans leur enseignement. Ça suppose une intériorisation du milieu. Ça suppose une intériorisation du milieu par l'institution et ça suppose une possibilité de l'institution elle-même de révéler ce qu'elle comprend du milieu à son milieu lui-même. Et cette dynamique-là, si vous voulez, c'est une espèce de structure élémentaire du lien entre une université et son environnement. L'autre diapositive, Eric, s'il te plaît. Alors, pourquoi y a-t-il une crise budgétaire à la Laurentienne? Pour moi, c'est simple. Ce sont les 4 raisons qui sont présentées ici. Parce que l'administration de la Laurentienne s'est donnée pour projet de créer une université qui n'en est pas une université réduite, une université spécialisée. Parce qu'elle a été amenée à le faire dans un système d'attente et de conditions établis par le gouvernement. Parce que le gouvernement, à coup de mesures universelles et de nature politique et comptable, n'a pas donné au nord, au nord-est, les moyens d'entretenir une université. Parce que l'administration de la Laurentienne n'a pas su défendre le nord-est et soigner son université. Je vais m'arrêter là-dessus. Merci. Merci beaucoup, Simon, pour cette présentation qui va certainement faire réagir, j'en suis certain. Passons, si vous le voulez bien, à notre 4e intervenant, M. Cornel Zatureski, qui est professeur au département de sciences religieuses de l'Université de Sudbury, qui est une université affiliée à l'Université Laurentienne, up the hill, down the hill, comme on dit, à Sudbury. Ses recherches actuelles portent notamment sur les théories et les méthodes de l'étude scientifique des religions, les droits des minorités religieuses et la force de la loi dans l'enseignement public de la religion au Québec et en Ontario. Cornel, à toi la parole. Bonjour tout le monde. Oui. Mais maintenant, je compétition avec ma femme qui était rapatriée à 11 heures de Service Canada. Donc, les ondes d'Internet sont chargées. J'ai déjà perdu connexion plusieurs fois. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, très bien, oui. Oui, bon. J'ai certaines réflexions de point de vue de l'Université fédérée qui est l'Université de Sudbury, qui est en fait l'université fondateur du système universitaire à Laurentien, en fait. Et l'Université Sudbury, c'est aussi le successeur de première institution postsecondaire à Sudbury, c'est le Collège Sacré-Cœur. Donc, il ne faut pas oublier que cette histoire, parce que si on oublie à cause des pressions financières, je pense qu'on fait, une grande erreur. Et en fait, ce qui se passe aujourd'hui, je pense que ça peut être considéré comme un révisionnisme de point de vue financier, en fait, strictement financier. Et là, ce qui se passe à l'Université Laurentienne aujourd'hui, la crise qui s'est éclatée le 1er février, mais cette crise a déjà commencé chez les universités fédérées il y a 2 ans, je pense, à la suite d'une
décision unilatérale de la part de Laurentien de restructurer la forme de finance entre les universités fédérées et la grande université. Et donc, de point de vue des programmes francophones, c'était déjà une grande diminution, une grande crise qu'on vit depuis 2 ans. Et en fait, pour la première fois, les universités fédérées étaient déficitaires à cause de cette décision encore unilatérale de l'université Laurentien. Il n'y avait pas, je partage l'opinion de mes chers collègues, il n'y avait pas aucune considération pour les programmes francophones. Il faut savoir que les programmes francophones au sein des universités fédérées se trouvent à l'université Sudbury à cause de des raisons historiques. Il y a un très bon article qui était rédigé par mon collègue Lucien Pelletier sur l'importance sur l'histoire en fait de la mission jésuite à Sudbury, au Collège Sacré-Cœur et ensuite à l'université de Sudbury, même à Laurentien. Donc, il faut consulter cet article afin d'avoir une image plus complète pour comprendre la situation aujourd'hui. À la suite de cette restructuration de formules financières, et là, ça visait déjà les programmes francophones, l'université Thorneloe, c'est une université unilingue anglaise, était obligée de fermer déjà un programme d'importance, programme de culture pour les anglophones de Sudbury, c'est le programme de théâtre et cinématographie, c'était fermé à Thorneloe. À l'université de Sudbury, il y a historiquement des programmes francophones en sciences religieuses, en philosophie, en folklore et ethnologie, et maintenant en culture et communication, et récemment en études autochtones. Et encore une fois, à la suite de cette restructuration de cette formule de financement des universités fédérées, notre collègue Daniela Moïsa, qui est professeur folklore, ethnologie et culture et communication, son contrat n'était pas renouvelé à cause des finances, à cause des pressions financières qu'on vit pendant 2 ans maintenant à l'université de Sudbury. Et donc, on vit dans un système, pour les francophones, on vit dans un système qui nous détermine, un système d'économie, un système d'épargne, qui nous détermine notre marge de manœuvre, notre existence même. Et donc, tout vient de l'université Laurentienne, et je pense que c'était bien décrit la logique, l'histoire et la logique de cette machine, en fait. Donc, tous les plans pour les programmes francophones sont effectués en fonction d'une économie d'épargne. Et donc, il y a des plans pour les sauver, pour sauver les programmes francophones. Il y a une question de survie. Encore une fois, pour les franco-ontariens, au niveau d'éducation postsecondaire. Hein. Et donc, cette approche économique et cette tendance économique et finance effectue une diminution et fragilisation des programmes en français. Et c'est extrêmement triste. Et en fait, il y a une possibilité que cette catastrophe financière va aboutir à des fermetures des programmes français. Et ça va diminuer les droits des francophones en Ontario, nord d'Ontario, pour s'inscrire au programme francophone, programme en français. Donc, ce qui s'est passé avec Laurentien, j'essaie de comprendre la situation de point de vue de l'université fédérée.
Ce qui s'est passé à l'université Laurentien, en se déclarant insolvable, c'est que cette université Laurentien a consciemment décidé de mettre les programmes francophones et les systèmes fédérés, qui incluent l'université Sudbury, le phare de la francophonie en éducation postsecondaire à Sudbury, en nord d'Ontario, en grand péril. Ça veut dire qu'à Laurentien, peut-être c'est une conclusion ici, à Laurentien, il faut se rendre compte qu'à Laurentien, à l'université Laurentien, il n'y a plus de chez nous pour les francophones. Et ici, les programmes francophones et les universités confessionnelles sont jugés par un tribunal strictement, exclusivement en anglais, par un tribunal qui est en plus un tribunal laïque. Donc, je trouve que c'est un effacement de l'histoire des systèmes fédérés et une histoire de l'éducation postsecondaire des francophones d'Ontario. Donc, encore une fois, les francophones en Ontario anglais, se trouvent dans une situation précaire. Il me semble que c'est une situation perpétuelle. Et donc, qu'est-ce qu'il faut, comment est-ce qu'on peut sortir de ce cauchemar? Et comment est-ce qu'on peut se trouver dans une situation qui n'est plus caractérisée par ce combat de survie en nord d'Ontario? On peut consolider les programmes, et j'essaie d'imaginer. On peut seulement, en ce moment, on peut seulement imaginer les solutions. Parce qu'il me semble qu'on est complètement déterminé par un processus juridique. Mais pour l'imaginer les solutions, il faut aussi souligner que sans une volonté politique de la province d'Ontario, cette imagination, il me semble que c'est inutile. Ça n'aboutit pas aux solutions. Quelle sorte de solution on peut trouver pour les francophones, les programmes francophones en nord d'Ontario en ce moment? Je pense qu'il faut trouver une solution qui exige une autonomie totale pour les programmes francophones, soit au sein de l'université, soit à part de l'université Laurentien. Et je pense que ce que j'ai entendu de mes collègues, ça m'a fait penser que peut-être une rupture totale est nécessaire afin de commencer à imaginer et vivre d'une manière autonome pour les programmes francophones. Et donc, quand j'ai relu l'article de mon cher collègue Lucien Pelletier entitré « Les Jésuites de Sudbury vers 1960 », ça m'a fait penser une possibilité, une option qui était une option à cette époque. C'est l'option d'avoir une faculté des arts, des sciences et des arts strictement, exclusivement en français, soit en laurentien, soit ailleurs. Et je pense que c'était ailleurs, à cette époque-là, c'était à l'université de Sudbury, en tant que le berceau de l'éducation postsecondaire en français à Ontario. Il y a des autres options. Il me semble que c'est une situation compliquée et il me semble que c'est important de penser ensemble parmi les universités bilingues ou les programmes francophones, trouver une solution. Peut-être la solution se trouve, comme plusieurs suggéré, à la partition de l'Université d'Ottawa et établir une université francophone de l'Université d'Ottawa et avoir un campus à Sudbury ou à Toronto. Et aussi la question de l'Université de l'Ontario en français à Toronto et leurs subventions énormes qui ont reçu de provinces et des fédéraux. Ce que je pense en ce moment, c'est de suggérer une solution qui essaye de
de consolider les programmes francophones en français à Laurentien, possiblement séparément de l'université de Laurentien, qui nous a trahis. Merci. Merci sur ces mots. On entre avec votre communication encore plus loin dans le vif du sujet. Je vous remercie d'avoir eu le courage d'aborder de front aussi ces questions en dernier lieu. J'aimerais inviter cette fois-ci Aurélie Lacassagne, qui est professeure agrégée à l'Université de Laurentienne. Née en France, Madame la professeure Lacassagne habite le nord de l'Ontario depuis 2001. Elle a obtenu son doctorat à l'Institut d'études politiques de Bordeaux. Elle est professeure agrégée donc, de sciences politiques. Théoricienne de formation, ses recherches portent notamment sur les politiques culturelles et les questions identitaires. Elle est auteure du livre « Perspectives créoles, dis-je, sur la culture et l'identité franco-ontarienne ». Madame Lacassagne, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Merci Martin pour l'invitation. Je vais tenter d'être peut-être plus prosaïque que mes collègues et puis de synthétiser un petit peu ce qui s'est dit avant qu'on passe au débat. Je voudrais dans un temps replacer le contexte de cette crise financière dans un contexte plus large, une crise plus profonde, existentielle en fait, qui touche en fait toutes les universités de l'OCDE, avec le passage à cette nouvelle gestion publique où les étudiants sont devenus des clients, les programmes et les savoirs sont devenus des produits qu'il faut vendre avec la plus grande marge de profit possible, et les professeurs sont devenus de gentils organisateurs qui sont là pour divertir et qui sont jugés en fonction de la satisfaction de la clientèle. Le tout étant enrobé d'évaluation, de consultation, de comitologie, une autre pandémie qu'on connaît bien, d'indicateurs de performance et autres plans stratégiques quinquennaux. C'est quand même, il faut le rappeler, c'est une extraordinaire transformation qui a mis fin à 800 ans d'histoire de l'université qui était fondée sur le principe de la gouvernance collégiale. Deuxièmement, bien sûr, un contexte plus spécifique au nord de l'Ontario, marqué par la présence importante des premiers peuples et des franco-ontariens. Et le paradoxe dans tout ça, c'est le fait que, alors que l'Université Laurentienne adoptait un mandat triculturel et qu'elle mettait toute son énergie à recruter à l'international, je vais y revenir, elle abandonnait en réalité une partie de son mandat, celui de desservir les communautés du nord de l'Ontario. Les communautés des Premières Nations n'ont que très peu bénéficié de ce nouveau mandat, étant donné le manque chronique d'argent dont disposent les Premières Nations pour appuyer leurs membres à payer les frais de scolarité. Et puis, dans le même temps, on a continué à marginaliser les franco-ontariens en diminuant l'offre de cours en français et en fermant ou en suspendant les inscriptions dans certains programmes, y compris le mien. Le grand plan d'investissement dans les infrastructures lancé il y a 15-10 ans à la Laurentienne est soit responsable de la dette chronique de l'institution, et ça visait non pas à renforcer sa position dans le Nouvel-Ontario, mais à recruter des étudiants du sud de l'Ontario qui ne sont ni bilingues ni non cures d'ailleurs du mandat triculturel. Troisième élément contextuel, l'internationalisation. À la fin de l'année 2019, on avait plus de 642 000 étudiants internationaux au Canada, une augmentation de 185% depuis 2010. Le gouvernement du Canada appuie beaucoup cette tendance, a une stratégie en matière d'éducation internationale, et l'Université Laurentienne est devenue sérieuse en ce qui a trait au recrutement dans la francophonie internationale qu'il y a 2 ans, comme Denis l'a rappelé, après avoir perdu sa manne saoudienne, en fait, c'est l'unique raison. J'avais pourtant, à l'époque où le recteur Giroux est arrivé en place, je lui avais soumis une note de synthèse comprenant des recommandations très précises et gratuites pour recruter plus d'étudiants. C'est resté lettre morte parce que nous n'étions pas et nous n'avons jamais été une priorité. Voilà pour le contexte. Je voudrais maintenant attirer votre attention sur les dangers que la restructuration en cours de la Laurentienne fait porter sur toutes les institutions universitaires francophones qui offrent des programmes en français dans le Nord, à savoir l'Université de Hearst et l'Université de Sudbury, qui sont des institutions qui sont autonomes en termes de gouvernance et financièrement de l'Université Laurentienne, mais qui ne le sont pas au niveau de leur programme.
Alors ça a des impacts très concrets. Je me rappelle, j'étais vice-doyenne à l'époque où l'université de Hearst a adopté sa formule de cours en bloc, ce qui a entraîné une profonde refonte de leur programme, et ça veut dire que tous ces changements devaient être approuvés par les différents échelons de la Laurentienne, du conseil des programmes en français en passant par les conseils de faculté jusqu'au Sénat. Bref, si le poids des francophones baisse encore après cette restructuration, et soyons sûrs que ce sera le cas, il y aura encore moins de francophones siégeant sur ces différents comités, et ça va renforcer la marginalisation et ça va compliquer de beaucoup le travail pédagogique en termes programmatiques pour l'université de Hearst et pour l'université de Sudbury. En ce qui a trait au défi de l'enseignement en français, je vais commencer par une petite note positive. On l'a rappelé, depuis 2 ans, on attire beaucoup plus d'étudiants internationaux francophones. J'apprécie beaucoup cette diversité. Les échanges dans nos salles de classe sont beaucoup plus riches. Ça me permet d'illustrer systématiquement les concepts que je présente en prenant des exemples canadiens, des exemples africains. Tout le monde apprend de cette situation-là. C'est une internationalisation qui est bénéfique pour nos étudiants, pour nous aussi comme professeurs et pour nos communautés de façon générale, et elle doit être cultivée. Alors maintenant, personnellement, j'ai été embauchée il y a 15 ans, cette année, sur un poste anglophone. Et c'est donc principalement dans la langue de Shakespeare que j'ai exclusivement enseigné pendant plusieurs années. Ça a changé depuis 5 ans, tout simplement parce que le nombre de professeurs dans le programme de sciences politiques en français est passé de 4 à une personne, un prof, en 5 ans, et que du coup, j'ai compensé et que, bon an, mal an, j'enseigne 2 cours sur 5 en français par année. Alors, cette charge de cours, ça veut dire une surcharge, bien entendu, de travail. Ça l'était déjà quand j'enseignais exclusivement en anglais, parce qu'on a des étudiants francophones qui sont dans nos cours et qu'on s'assurait de leur faire une bibliographie pour qu'ils lisent en français, et qu'avec la carotte et le bâton, on les encourageait à écrire en français. Donc, une sorte de, je dirais, de surcharge de travail, mais surtout une surcharge mentale de se retrouver dans la position du dernier rempart contre l'assimilation complète. Et comme l'a écrit Patrice Desbiens, l'assimilation, c'est comme l'Alzheimer, ça ne pardonne pas. Enseigner dans les 2 langues, mes collègues de l'Université d'Ottawa, vous le savez bien, c'est courir le risque d'une certaine schizophrénie linguistique. Le va-et-vient constant d'une langue à l'autre fatigue. Et c'est cette surcharge de travail qui n'est pas reconnue quand nous sommes évalués, ni même appréciée. Bref, on joue bien souvent les bouches-trous. Pourtant, nos communautés sont tissées serrées et on aime ça rajouter des bouts de fil, et on aurait dû et on pourrait faire tellement plus de choses créatives. On pourrait commencer par retrouver cet esprit du Nouvel-Ontario quand l'université et la communauté ne faisaient qu'un. Cette déconnexion entre l'université et les institutions qui elle a pourtant contribué à fonder, ça reste pour moi une erreur majeure, avec des conséquences mortifères incalculables et aux responsabilités partagées. Et je pense qu'oublier le Nord, c'est se tromper sur la nature même de la francophonie ontarienne. Ce n'est que la voir à travers une approche comptable et individualiste. Or, notre identité est par essence collective, et s'il s'agit juste de rajouter un individu derrière une chaise, un ordinateur, une machine, autrefois un moulin, le combat est perdu. On n'aura finalement que des francophones dispersés dans une marée anglophone. On ne pourra pas faire société, pour reprendre l'expression de Joseph Yvon Thériault, qui est peut-être parmi nous, me semble-t-il, j'ai vu son nom quelque part. L'université, pour les Franco-Ontariens, Serge l'a dit d'emblée, ce n'est pas juste une question d'acquisition et de production des savoirs, c'est un pilier communautaire dont la mission est de tisser nos liens. Alors on verra en mai les quelques briques qui resteront, puis avec la place des arts, on bâtira une maison. On a l'habitude, finalement, c'est notre histoire. Puis si vous me permettez, si vous me connaissez, j'aime bien citer nos poètes, donc je voudrais juste terminer en citant un bref petit passage du dernier poème de Jean-Marc Dalpé,
de gens d'ici. Je ne citerai pas le nom du poème parce que les temps ont changé et que vous n'avez pas besoin de ça à Ottawa. Donc j'y vais, ça sera pas, ça aurait été mieux qu'on ait Jean-Marc qui le lise, mais ce sera juste moi. Et vous qui avez trouvé une place ailleurs malgré votre nom, vous qui parlez sans accent pour la santé de votre compte en banque, vous qui portez le col blanc et le briefcase, vous qui dormez entre de beaux draps blancs, vous qui aurez toujours tous vos doigts, vous qui avez toujours voulu planter vos fils dans le jardin de l'autre côté de la clôture, vous dites que votre maison est solide, mais la forêt est vendue et depuis longtemps. Nos racines sont dans une terre à loyer et on efface nos traces à chaque pas. Votre silence en a fait taire plus d'un pour toujours. Je pense que certains se reconnaîtront. Merci. La chute était forte, effectivement. Alors, j'ouvre à tous et à toutes la période de questions. Nous avons une trentaine de minutes pour discuter. Et donc, je vous invite à utiliser le chat pour vos questions ou encore lever votre main si cela est possible pour vous, électroniquement, je veux dire, pour une question. Moi, j'aurais peut-être une question pour les 5 en partant. J'aimerais que vous nous expliquiez à tous, c'est-à-dire que quelque chose de très trivial, mais qui m'apparaît central, qui et comment va-t-on décider de ce qui va être de la nouvelle université 2.0 et qui et comment va décider le sort de cette université? J'aimerais que vous nous en parliez un peu plus. Je peux commencer si vous voulez, Denis Urtubise. Martin, c'est la question qu'on se pose, que tout le monde se pose, c'est-à-dire qu'on a décrit le processus, okay? Il y a un juge et ainsi de suite, mais personne ne sait, personne n'a décrit qui va, qui va déterminer concrètement ce que sera cette Laurentienne 2.0. Ça, on ne le sait pas et on doit le savoir parce que, voyez-vous, de deux choses l'une, là, on peut pas, il doit nécessairement y avoir un plan quelque part dans la poche de quelqu'un. OK? Ça, c'est certain, parce qu'on ne peut pas en arriver dans une conversation à 50 partenaires à déterminer ce qu'un Sénat fait et des conseils de faculté. OK? Donc, à mon avis, nécessairement, il y a un plan quelque part. OK? Mais on ne sait pas qui a le plan et on ne sait pas à quel moment il va être sorti, le plan. Alors, c'est une excellente question, Martin. Martin, tu peux prendre la parole? Absolument. Oui, Simon, oui. Absolument, pas de problème. Ma crainte est immense parce que les indices qu'on perçoit sont dramatiques. Le projet est celui de l'élimination des professeurs et celui de la compression des programmes. Alors, si cette administration n'est pas stoppée par des personnes qui réfléchissent, l'avenir est terrible. D'autant plus qu'à la Laurentienne, il y a énormément de programmes d'études supérieures. Or, les programmes d'études supérieures, c'est dommage à dire, mais c'est donné par des professeurs à plein temps et généralement qui ont les salaires les plus élevés. Et ce sont précisément les personnes qu'ils visent. Et les personnes qui ont les salaires les plus élevés, ce n'est pas simplement parce qu'ils ont été là longtemps, c'est souvent aussi parce qu'elles produisent beaucoup. Donc, dans cet ensemble d'informations, quand dans l'affidavit, il est déjà décrété qu'on veut éliminer 100 professeurs et que depuis, 100 professeurs, c'est 25% des professeurs, c'est plus que 25% des professeurs restants. Là. On veut éliminer 100 professeurs et avant même l'affidavit, il y a presque une vingtaine de programmes qui sont mentionnés dont l'administration veut se débarrasser, sans compter tous ceux qui sont visés et qui n'ont pas encore été nommés, dont on sait à peu près lesquels ils sont. Ce sont les professeurs qui attirent peu d'étudiants, ou bien parce qu'ils ne sont pas professionnels, ou bien parce qu'ils sont centrés sur l'abstraction, les sciences plus pures et les sciences humaines
moins impliqués concrètement, par exemple, dans les matières enseignables. Ma crainte est immense. Et j'implore les personnes qui sont encore capables de réflexion au niveau gouvernemental d'intervenir. Merci. D'autres personnes veulent intervenir sur cette question? Si ce n'est pas le cas, Aurélie, peut-être? Juste rapidement, effectivement, on ne sait pas trop ce qui s'en vient, mais on sait que ce n'est pas des bonnes nouvelles. Mais je pense que Serge l'a mentionné. Ce qui est sûr, par contre, c'est que ces plans-là sont faits par des anglophones ou des francophones qui collaborent, et que ça va être pensé en anglais. Et que nous ne sommes pas prioritaires dans ce plan-là, qu'on ne va pas hésiter effectivement à nous couper. On va garder quelques affaires franco pour continuer à toucher les 12 millions de patrimoine canadien. Et j'aimerais beaucoup, on ne l'a pas mentionné, mais il me semble qu'il y a des gens de patrimoine canadien, on aimerait beaucoup, ça fait 15 ans que je suis là et que je le demande, on aimerait beaucoup qu'il y ait une véritable reddition de compte qui soit faite par rapport à cet argent-là. Si je pouvais juste rapidement suivre sur ce qu'Aurélie nous dit. C'est pas autant que les plans de restructuration sont strictement faits par des gens qui ne parlent pas français, parce que c'est le cas que notre recteur et notre provost, qui font partie du processus, sont de langue maternelle, français ou créole, et puis, mais c'est pas important quelle est la langue maternelle ou quelle est l'ethnicité de l'individu qui mène la charge de la restructuration. C'est ça le sens de l'institution. L'institution va aliéner l'individu, le pousser vers sa mission fondamentale, et dans l'institution bilingue à Sudbury, universitaire à la Laurentienne, ce n'est que normal qu'elle soit pensée à partir d'une perspective majoritaire. C'est normal. Est-ce qu'on doit l'accepter? Ça, c'est la question. Merci. Écoutez, peut-être une question qui est posée par Serge Dupuis, qui rebondit un peu sur celle-là. Je la lis ici. Que pensent les professeurs de la Laurentienne de la présente requête menée par l'AFO et les juristes Power pour l'organisation porte-parole soit identifiée comme partie prenante dans la restructuration présentement menée par Ernst & Young et les banques torontoises? Que pensez-vous de cela, messieurs, dames? Je pense qu'on peut seulement se réjouir que la communauté franco-ontarienne et le milieu associatif s'intéressent à la question. Parce que nous, on n'a plus de pouvoir. Les professeurs, le seul pouvoir qu'ils ont en ce moment, puisqu'on a perdu la collégialité, c'est-à-dire le processus normal à partir duquel on effectue des réformes et la création de programmes et de cours, etc., nous avons perdu ça. Nous sommes ligotés. Donc, la seule chose qui reste, c'est la société civile. Et si la société civile choisit le juridique d'une part, c'est excellent. Il doit aussi choisir le politique. La question, elle doit se poser. Et ce n'est pas nous qui pouvons la poser et la mettre en action. C'est la communauté francophone, et pas seulement à Sudbury, et pas seulement en Ontario. Je pense que c'est la collectivité du fait français au Canada, incluant au Québec, dans l'Ouest, c'est tout ça qui doit se poser la question. Quel est l'avenir de l'enseignement universitaire en français en Amérique du Nord et au Canada? Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on accepte encore le statu quo? En Ontario, comme je l'ai dit dans ma présentation, on nous a donné le bilinguisme parce qu'il était impossible de penser autrement la structure, parce que nos écoles secondaires n'étaient même pas créées. Ça a pris 9 ans après la création de la Laurentienne pour la créer. C'était normal qu'on passe par la structure bilingue. Donc, mais si le bilinguisme n'était plus acceptable pour l'élémentaire, n'était plus acceptable pour le secondaire, n'était plus acceptable à partir des années 90 pour le collégial, posons-nous la question pourquoi il est toujours acceptable au niveau universitaire, encore aujourd'hui, lorsqu'on est vraiment, les couloirs parlent anglais, les couloirs ne mentent pas. Et il faut se poser la question comme société civile si c'est acceptable en 2021. Merci. J'ai une question, une main levée. Il y a plusieurs questions déjà. Alors là, on va commencer avec la main levée de Marcel Martel, qui est à quelque part à Toronto. Il va nous parler. Marcel? Effectivement, je suis à Toronto. C'est un commentaire. Merci d'abord d'avoir organisé cette séance. Et désolé là, de lancer là, des fleurs en particulier à Simon Laflamme, mais j'ai aimé Simon
le rappel de ce qu'est une université et le rôle d'une université dans la communauté. Et moi, je me dis que c'est probablement un des arguments que vous avez intérêt, non seulement Simon, mais tous les autres à Laurentienne, à rappeler le rôle d'une université dans la communauté. Vous êtes implanté et il est important de rappeler. Je sais que ça peut paraître élémentaire, mais s'il y a une leçon qu'on a appris de la bataille concernant Montfort, c'est de rappeler l'importance de l'institution dans la communauté. J'ai 2 questions. La première question illustre probablement mon ignorance concernant la situation dans laquelle Sudbury est, la Laurentienne, puisque techniquement, vous êtes en état, là, vous êtes mis en contre, c'est-à-dire je cherche le terme technique, mais j'aimerais juste savoir, première question, présentement, le Sénat de la Laurentienne, les conseils facultaires, sont-ils tous en hibernation et ils attendent le rapport qui devrait sortir le mois d'avril et à ce moment-là, ces institutions-là vont prendre acte ou est-ce que ces institutions ont toujours une voix entre maintenant et la fin du mois d'avril? Deuxième question, que pouvons-nous faire quand je dis nous, c'est-à-dire les gens qui vous écoutent et les gens qui vont vous écouter par la suite? Par exemple, souhaitez-vous qu'on envoie des courriels à M. Haché et non pas écrire dans la ligne, là, je vous écris au sujet de la situation, mais ça peut être là, on prend un prétexte autre tel que j'aimerais développer un partenariat avec la Laurentienne et en réalité, mon courriel, c'est pour dire, écoutez, la Laurentienne, là, c'est important dans la communauté. J'aimerais juste connaître là, votre plan de match pour les prochains jours, prochaines semaines. Merci, merci Marcel. Je pense que je vais laisser Serge et Denis sur le Sénat en ce qui concerne la mobilisation et ce que chacun d'entre vous à travers le Canada puissiez faire. D'abord, vous êtes là et pour nous, c'est extrêmement important et encourageant. Les courriels qu'on a reçus, les petits textos de nos collègues à travers le Canada, franchement, ça met du baume au cœur parce que la situation qu'on vit est difficile depuis un mois. C'est quand même une incertitude qui est un petit peu difficile à gérer quand on a travaillé très fort pour avoir un poste qu'on appelait permanent. Donc, merci beaucoup. Il faut, oui, écrire, mobiliser les députés. Je pense qu'il faut prendre la parole publique sur les réseaux sociaux avec tous les mots-clics de façon à ce que ça circule. Honnêtement, à permettre cette pression-là et mettre la pression sur les acteurs politiques aussi. Il y a un processus juridique, soit. Bon, j'ai l'impression pour l'instant que ce soit le gouvernement ontarien ou le gouvernement fédéral, ils ont décidé de se taire. Mais de toute façon, ils n'auront pas le choix après cette première étape juridique, après le 30 avril, de là sortir du bois et effectivement de faire quelque chose ou au moins de dire quelque chose. Donc, c'est sur cette bataille-là qu'on a surtout besoin de vous et que vous les interpelliez pour qu'effectivement il y ait quelque chose qui se passe. Je suis très surprise qu'il n'y ait pas encore eu de réaction publique au niveau d'Ottawa à ce niveau-là. Martin? Oui, bien sûr. Vas-y, Simon. Juste une seconde. Je suis très content, moi, de l'implication de qui que ce soit dans la communauté, parce que ça rappelle à nos administrateurs de la dernière décennie que l'Université Laurentienne, ce n'est pas une entreprise. Ça rappelle à nos administrateurs que l'Université Laurentienne, c'est une institution inscrite dans une communauté avec des devoirs et des obligations envers une communauté qui participe même de la communauté. Je suis tout à fait heureux de ça. Je vais, comme Aurélie, laisser Denis répondre sur le Sénat, mais je vois une question qui apparaît régulièrement et je voudrais intervenir sur la possibilité d'une université francophone. Moi, je suis pour une université francophone, mais je suis pour une université francophone qui respecte l'histoire de la francophonie ontarienne. L'histoire de la francophonie ontarienne, c'est au moins 100 ans d'enseignement universitaire. Donc, s'il y a une université francophone, elle part avec ses 100 années. Elle part avec tous les programmes qui existent en français dans les universités bilingues. On ne veut pas une université imaginée par un petit génie du gouvernement à Queen's Park qui considère qu'une université a le droit de créer des programmes s'ils n'existent pas dans d'autres universités, ce qui est
absurde. On veut une université qui crée des programmes qui n'existent pas. Vous voyez, en partant, ça n'a pas. C'est comme si l'université pouvait ne pas être la sociologie, la linguistique, la mathématique, la physique. L'idée même d'avoir une université qui n'est pas en correspondance avec les autres, ça pose un énorme problème. Ensuite, la francophonie a une histoire. Si elle crée son université, il faut qu'elle parte avec ce qu'elle a généré dans son histoire. Merci, Simon. Denis, c'est à vous. D'accord. Alors, au sujet des instances du Sénat, encore une fois, on ne sait pas vraiment. Ce qu'on nous a dit, c'est que le Sénat serait impliqué éventuellement, à ma connaissance, c'est tout. Donc, on ne sait pas à quel moment, à quel titre, et ainsi de suite. Ce qu'on sait, par contre, c'est qu'on a un processus à vitesse hyper accélérée. Dans 3 mois, c'est très, très, très bref pour faire une chose comme ça. Donc, essentiellement, c'est encore une fois le même problème, c'est-à-dire que, pour dire honnêtement, un très, très gros manque de communication à l'Université Laurentienne à ce niveau-là. On a décrit le processus en général, mais depuis ce temps-là, les détails qui sont les plus importants, comme celui-là, par exemple, ou encore, comme plutôt je le disais, quel est le plan secret jusqu'à maintenant, quant à la configuration 2.0, comme on dit, on ne le sait pas. Donc ça, c'est un problème énorme. J'aimerais brièvement revenir sur la question de la mobilisation. Oui, effectivement, comme mes collègues le disent, c'est très important que les individus et que les groupes aussi se manifestent et fassent pression. Nous, moi, je suis un des membres, des porte-paroles du regroupement des profs francophones de l'université et on serait très heureux de recevoir vos suggestions, vos appuis essentiellement, ou encore d'être mis au courant si vous écrivez directement au recteur. Je pense qu'à ce stade-ci, étant donné la procédure, l'espèce de bulle finalement qui protège l'administration de l'université contre les poursuites et dans un mutisme absolu présentement, il est important que la communauté vraiment s'implique pour faire pression, pour que justement on nous donne des renseignements et ainsi de suite, entre autres choses. Merci, Denis. Il y a énormément de questions, là. J'ai du mal à les pages, quasiment les pages de questions. Je vais en prendre une presque par hasard. Je vais commencer par peut-être la question posée par un instant. Ici, monsieur Julien Caillouette de Le Voyageur. Le désir de séparer l'éducation en français semble inexistant chez les dirigeants, politiciens et administrations. L'UOF en est le meilleur exemple. Comment est-ce qu'on peut arriver à séparer les programmes en français? C'est une question qui est posée. Également, les appels, et là, Marie Lebel de Hearst, professeur à Hearst en histoire, dit « Les appels au passé, dans certaines présentations aujourd'hui, me font me demander si l'on pourrait reprendre à des fins de protection des programmes en français les arguments de la complétude institutionnelle et du réseau historiquement constitué avancé pour Montfort, que la restructuration des services de santé menaçait en 1997, souvenons-nous, retrancher les programmes en français historiquement constitués nuirait à l'épanouissement des membres de la minorité des langues officielles francophones, alors pourtant que cet épanouissement devait être garanti constitutionnellement. D'ailleurs, c'est sûr qu'il y a aussi une loi qui protégeait les programmes en français qui est mise dans la balance là-dedans et qui semble être totalement caduque. Alors là, on voit plusieurs questions qui touchent à la structuration et au fait, au fond, la variable francophone ne semble pas ou peu prise dans l'équation. Je peux lancer le bal et mes collègues vont compléter. On va peut-être y arriver, à défaut de faire une complétude institutionnelle. Bon, d'abord, soyons très clairs par rapport à la désignation partielle de l'université. On savait très bien, quand ça s'est passé, c'est parce qu'on avait demandé, bien entendu, et on savait très bien que c'était une épine dans le pied. Cette désignation partielle ne protège que certains diplômes. Donc, elle protège, par exemple, baccalauréat, le BA. Donc, à toute fin pratique, demain, les 3/4 des programmes dans les sciences sociales peuvent être fermés et avoir un seul BA en sciences
et puis c'est bon, ça respectera cette loi-là. Donc ça, on le savait, il n'y a rien à attendre de ce côté-là. Après, pour répondre à la question un petit peu de Marie, puis de Julien aussi, on le sait, nos piliers Régent Grenier et Pierre Bélanger ont lancé le pavé dans la mare par rapport à l'idée de... Alors, en fait, ce qui reprend une idée, j'étais sur le comité directeur des États généraux sur le postsecondaire en français en Ontario il y a quelques années, et une des recommandations qu'on avait faites, c'était effectivement de créer une structure en réseau, une sorte de réseau où ce qui est devenu l'UFO aurait été un campus. Glendon se serait autonomisé, aurait fait scission de York, même chose à la Laurentienne, on aurait pu rapatrier ça dans les bâtiments de l'université de Sudbury, et puis on a déjà Hearst de toute façon qui est comme ça, et puis faire un petit peu un réseau UQ si vous voulez, mais à l'échelle de l'Ontario, puis bon, vous auriez fait ce que vous voulez à Ottawa, vous auriez peut-être suivi le mouvement maintenant ou un peu plus tard, ou bon, vous verrez bien. Moi, ça me paraissait une évidence, et je pense que c'est ce qu'il faudrait si on veut effectivement cette complétude institutionnelle, si on veut effectivement du par et pour les francophones. On l'a vu en plus, il ne faut pas oublier les leçons qu'on commence à tirer de la pandémie. On sait très bien que les modes de livraison des cours vont changer. On a vu que bon, faire un mode de livraison en hybride, ça va être l'avenir. Le gouvernement de l'Ontario, de toute façon, va nous pousser, qu'on le veuille ou non, vers ça. Il est déjà en train de le faire pour les collèges, ça s'en viendra pour les universités. Donc, à partir de ça, on peut effectivement imaginer qu'un tel réseau de campus à travers l'Ontario, mais avec une structure administrative unique qui permet de faire des économies d'échelle, avec un mode de livraison hybride des cours, permettrait effectivement de bonifier terriblement l'offre des cours, des programmes pour tous les francophones en Ontario. C'est, je dirais, tellement évident que voilà. Après, à réaliser, c'est beaucoup plus compliqué. Dans le cas de la Laurentienne, je vais laisser mes collègues qui connaissent mieux la loi d'incorporation de l'université. Je pense que ça prendrait un changement à la loi. C'est quelque chose d'assez lourd en termes de processus. Si je pouvais, puisque je dois quitter pour un cours dans quelques instants, juste pour enchérir là-dessus. Ça fait très longtemps que je dis que l'université franco-ontarienne, l'université de langue française en Ontario, ça fait très longtemps qu'on l'a. Elle est déjà construite, on n'a pas besoin de construire d'autres édifices, on a peut-être juste seulement besoin de réaménager les structures telles qu'elles sont présentement à l'œuvre. Et je pense qu'on est dans une situation tout à fait unique. On a une pandémie, on a des crises budgétaires, on a tout le postsecondaire en français à l'échelle du pays qui est menacé d'existence. On a un gouvernement fédéral qui commence à réfléchir sur est-ce qu'on doit appuyer la complétude institutionnelle avec notre chéquier. La réponse est oui, il me semble. Comment est la question, plutôt. Et puis, il faut commencer à réfléchir à comment qu'on va permettre la réalisation de ce rêve qui me semble, si on est capable de tirer notre épingle du jeu, ça serait comment qu'on fait avec la crise à Laurentienne, comment qu'on fait pour appuyer l'UOF qui existe en ce moment, avec nos programmes existants en français de la Laurentienne, qu'on le fasse avec les structures existantes. On doit penser à l'Université de Sudbury, quel est son avenir dans la Fédération Laurentienne. Il n'est pas si fou que ça d'imaginer une structure différente qui permet de garder ces institutions, les mettre en réseau dans les modes de transmission du savoir qu'on connaît aujourd'hui, et d'appuyer cette institution torontoise qui vivote et de soutenir cette institution qui est dans le naufrage en ce moment, qui est la Laurentienne. Mais pour ça, et je dois dire, le rappel de 97 est très bien. Je vais en rappeler un autre, 97. Ce n'était pas de la charité que les gouvernements progressistes conservateurs de l'époque ont donné la gestion scolaire. Il a fallu certes du juridique, mais c'était aussi une idée de réduire le nombre de conseils scolaires, donc réduire les coûts de la gestion scolaire
qui nous a offert les écoles gérées par IPO, la communauté franco-ontarienne. La même idée peut être appliquée ici, sur le réseau universitaire, où il y a plusieurs petites structures bilingues qui pourraient... Bon, l'Université d'Ottawa est une vache sacrée, je le sais bien, j'y ai été pendant 2 diplômes, mais les autres ne sont pas des vaches sacrées. Et elles peuvent profiter justement de cette mise en réseau pour les renforcer et avoir une programmation de langue française qui nous rendrait fiers et qui permettrait d'appuyer les étudiants qui ont tout à perdre aussi, incluant non seulement nous, mais les étudiants ont tout à perdre en ce moment également. Donc, merci encore une fois. Moi, je dois quitter, mais merci beaucoup, Martin, pour cette table ronde. Merci Serge. Merci pour ta participation. Bon cours. Mais je pose tout de suite une question. Est-ce que là, de demander une transformation, on pourrait dire du réseau dans son ensemble, puisque, évidemment, on voit très bien qu'au fond, ce qui se passe à Laurentienne est un peu, on va dire, la conclusion d'une absence de coordination de tous les paliers en Ontario et dans la francophonie ontarienne. Alors, je me demande, est-ce que là, vaut mieux, un peu comme dans Montfort, comme disait Marie Lebel, vaut mieux peut-être tenter de sauver Laurentienne ou prôner en même temps une restructuration? Est-ce que vous ne pensez pas qu'en appelant immédiatement une restructuration, vous êtes en train de diviser les troupes qui sont, comme vous le savez, pas très nombreuses? Mais c'est une question large que je vous pose. Monsieur John Meehan voulait parler. Je lui donne la parole. Oui, merci beaucoup, Martin. Je ne veux pas parler longtemps, mais je suis le recteur de l'Université de Sudbury. Donc, on est un joueur là-dedans et une partie importante dans la chose. Et vous savez qu'on fait partie de l'histoire de l'éducation dans cette région depuis le début. Comme première institution dans la région, on a toujours été là pour les francophones et on y sera toujours pour les francophones. Et comme vous savez, le processus de CCA, en français, je ne me souviens plus, mais c'est l'abri des créanciers, ça ne permet pas l'entrée des intérêts des communautés. Et c'est ça le problème. Ça n'a jamais été utilisé pour les universités publiques. C'est quelque chose qu'on utilise normalement pour les entreprises. Comment est-ce que les communautés peuvent communiquer comment est-ce qu'ils peuvent s'exprimer, comment est-ce qu'elles peuvent s'exprimer dans cette situation? On sait que l'AFO a demandé l'accès à la table. C'est une bonne idée, mais on ne sait pas si ça va être accepté par le juge ou non. Mais l'Université Sudbury est déjà à la table. On est une partie dans la chose et on est là pour représenter nos communautés. Les communautés autochtones aussi, grâce à notre programme Institut autochtone, mais aussi, bien sûr, la communauté franco-ontarienne. Donc, on est là pour vous défendre et on a besoin de solutions. On a proposé plusieurs choses aujourd'hui, un réseau, quelque chose avec d'autres partenaires comme l'Université d'Ottawa, mais ça serait bien de mettre les gens à la même table pour parler des solutions. Parce que je crois que même dans cette crise, il y a une opportunité. Et que nous, comme Université Sudbury, on veut faire partie de la solution. On ne fait pas partie du problème, malgré l'affidavit de M. Haché. On est là pour défendre les intérêts des Franco-ontariens. Et on est déjà à la table dans le processus là, avec la Laurentienne. On verra si l'AFO sera admis ou non. Mais nous, on est là actuellement et on est à l'écoute. Donc, merci à l'Université d'Ottawa d'avoir organisé cette rencontre très, très enrichissante. Merci beaucoup. Au plaisir. Est-ce que quelqu'un qui veut prendre la parole actuellement, poser une question ou encore réagir aux propos du recteur Meehan? En tout cas, tout de suite, je peux vous dire, j'espère que vous allez nous tenir au courant. Ça, c'est une chose, si vous êtes à la table, j'espère que l'information va être diffusée, puisqu'il semble cruellement manquer d'informations actuellement. Oui, juste pour répondre là, brièvement, Martin. On est à la table de médiation et tout ce qui se passe à la médiation, c'est confidentiel. Donc, je n'ai pas le droit de partager tout ce qui est partagé autour de cette table de médiation. Mais par contre, on est, comme je disais, on est là pour défendre les intérêts de la communauté. Et l'histoire des collèges fédérés, c'est ça.
les collèges fédérés sont là pour répondre aux besoins de la communauté. Et comme on a toujours été le berceau de la communauté franco-ontarienne, là où le drapeau a été hissé pour la première fois, voilà, c'est ça. Je suis à l'écoute et je suis prêt à entrer en dialogue avec les membres de la communauté. Et on va faire notre mieux pour défendre non seulement les intérêts de la des francophones en Ontario, dans cette région en particulier, mais aussi défendre les intérêts de notre institution. Parce que comme Cornel disait avant, c'est vraiment un moment important. Mais je crois toutefois qu'il y a une opportunité dans cette crise. Mais il faut avoir des bonnes idées, des bonnes personnes autour de la table pour imaginer la programmation en français dans cette région d'une manière, d'une meilleure façon d'organiser la chose. Donc, rassemblons les partenaires importants, les gens qui veulent faire partie de la solution et qui sont prêts à partager des choses entre nous. Il y a beaucoup de choses qui ont été gardées en secret et je crois que ça n'a pas aidé la chose. Donc, ce processus de CCAA, là, c'est pour les entreprises. Mais nous, à l'Université Sudbury, on n'est pas une entreprise. On est là pour répondre aux besoins de la communauté. Et ce n'est pas la même chose. Excellent. Donc, je vais partager tout ce que j'ai le droit de partager. Excellent. C'est déjà pas mal. Et bon, votre appel est lancé. Il y a pas mal de gens ici qui l'ont entendu et qui sont des partenaires de l'Université de Sudbury et de l'Université Laurentienne qui pourront certainement poursuivre la discussion avec vous, je l'imagine. Il y a une question à l'effet, à savoir les étudiants. André Magny dit vous avez le soutien du ROC. Qu'en est-il des étudiants? Avez-vous leur soutien? Une question, on n'a pas parlé encore d'étudiants. Est-ce qu'il y a quelque chose de ce côté-là? Ben, écoute, je peux dire. Vas-y, Simon. Moi, ce que je peux dire, c'est que cette mise en œuvre de cette stratégie administrative de l'université nuit énormément à l'université et elle fait craindre le pire à énormément d'étudiants. Elle dissuade beaucoup d'étudiants de poursuivre à la Laurentienne. Moi, je dirige un programme de doctorat dans lequel il y a 73 doctorants. Ce n'est pas un petit programme. Je reçois régulièrement des courriels de la part des étudiants. Est-ce que je vais pouvoir terminer mes études doctorales? Un engagement doctoral, c'est quand même un engagement important. Et ça se répercute, ce que je décris au doctorat, ça apparaît à tous les niveaux aussi. Les étudiants se demandent s'ils doivent rester à la Laurentienne ou partir. On ne peut pas s'imaginer encore tout le tort qu'a fait ce rectorat à notre institution, au-delà de l'élimination des programmes et au-delà de l'élimination des postes de professeurs. À propos du programme de doctorat, je voudrais rajouter quelque chose qui va permettre de comprendre la problématique. Le programme que je dirige, il est protégé il est nommé dans la loi sur la désignation bilingue. Donc, il est fort probable que l'administration soit obligée de le conserver. Mais il est peu probable qu'elle le conserve avec les professeurs qui ont l'accréditation pour enseigner dedans. Merci. Je vais revenir sur les étudiants parce qu'effectivement, on n'en a pas beaucoup mentionné. Puis, ce qu'on vit est difficile, mais bien entendu, ça n'a strictement rien à voir avec le niveau d'anxiété et d'inquiétude et de stress que vivent nos étudiants. Sinon, tu parlais du programme de doctorat. Pas plus tard qu'hier, à 1h du matin, j'étais au téléphone avec un de mes étudiants de doctorat qui panique parce qu'il est en voie de finir et il ne sait pas s'il va pouvoir finir avec moi comme directrice de thèse. C'est vraiment, la situation est terrible pour eux. C'est aussi une perte d'argent pour eux directement, pour certains étudiants, des étudiants qui étaient assistants de recherche, des étudiants qui étaient auxiliaires d'enseignement. Et vu qu'on n'a plus accès à tous ces financements, on a des étudiants qui se retrouvent sans revenus actuellement.
Donc ça, c'est une réalité et ça rajoute à l'incertitude et au niveau de stress. Et ça se rajoute aussi dans notre assiette, d'essayer tant bien que mal de les rassurer, sachant que, comme vous le voyez, on ne peut pas dire grand-chose parce que le processus est complètement non transparent. Notre syndicat ne peut pas nous parler, tout est sous le sceau de la stricte confidentialité. Merci, merci bien. Il y a une personne qui veut parler, Mohamed, veut prendre la parole. Vous pouvez prendre M. Mohamed Almedji, s'il vous plaît. Oh, bonjour, en fait, je suis étudiant à la Laurentienne, je suis dans un programme francophone. Je suis en 2e année en droit et justice et je suis aussi membre de l'association AEF en tant que délégué aux étudiantes et étudiants internationaux. Donc, juste pour clarifier un point par rapport aux étudiants, surtout francophones, parce que je pense que c'est les personnes qui seront vraiment touchées par la décision ou les décisions qui seront rendues au niveau de cette procédure judiciaire. Je pense que, premièrement, je voudrais dire qu'on n'a pas réellement un accès à la table en tant qu'association. On a donné un accès à l'association générale anglophone, mais pas francophone. Malheureusement, c'est un point, je pense, très important à soulever et je pense qu'on nous a rapidement mis à l'écart. Ensuite, il y avait aussi, au niveau du Sénat, il y avait un vote pour qu'il y ait des représentants au niveau qui vont faire le parallèle entre le Sénat et le Conseil des gouverneurs et la personne désignée par la Cour, le moniteur, afin de rendre des comptes. Mais malheureusement, nous avons eu la demande que notre président soit sur cette table-là, mais il a décliné l'offre. Donc nous sommes pas vraiment impliqués dans tout ce processus-là. Donc, c'est vraiment revoir notre volonté et voir si réellement nous sommes là pour rendre service à la francophonie, juste pour clarifier les choses. Merci pour cette intervention. Écoutez, il est maintenant 2h moins quart. Nous avons excédé de 15 minutes. J'aimerais peut-être vous laisser à chacun d'entre vous, les 4 participants qui restent, peut-être de 2 ou 3 minutes chacun pour un dernier mot. Et ensuite, nous clorons cette session. Monsieur Urtubise? Il a dû quitter. D'accord. Simon? Oui, je crois que pour ce qui est de la francophonie, tout a été dit. Enfin, l'essentiel a été dit. Il est facile de se représenter l'esprit à l'intérieur duquel la Laurentienne évolue. Je voudrais rappeler qu'il n'y a pas que la dimension francophone de l'université qui subit les attaques de l'administration. C'est toute l'université qui est sous attaque. Et les conséquences seront grandes pour tout le Nord, quoi qu'il arrive, si cette administration n'est pas contrôlée. Et évidemment, les conséquences seront grandes aussi pour la francophonie. Merci. Merci beaucoup. Cornel? Est-ce que Cornel est là? Il a dû quitter. Je suis là. Non, je suis toujours là. Je pense que quelqu'un a mentionné une mobilisation de la société civile afin de sauver les meubles de l'université et enseignement postsecondaire en français au nord d'Ontario. Et c'est une remarque un peu bizarre parce que j'avais pensé que l'université appartienne strictement à cette sphère de société civile. Donc, ce qui se passe maintenant, c'est une situation légale, mais on se trouve d'une certaine manière complètement ligoté comme agent de la société civile, comme universitaire, comme université. Et donc, je pense qu'il faut trouver une solution pour
pour une autodétermination, reprendre un peu de contrôle, trouver une solution pour reprendre le contrôle. Et je pense que la silence des agents politiques, c'est un silence qui fait très mal en ce moment. Et donc, je pense que la mobilisation, c'est important et que l'agencement des agents politiques, du gouvernement fédéral, du gouvernement provincial, c'est nécessaire afin de reconstituer l'université française, les programmes d'éducation en français en tant que partie intégrale de la société civile. Merci beaucoup pour votre présentation. Aurélie, tu as le mot de la fin. Okay. Très rapidement, effectivement, il y a beaucoup de choses qui se sont dites. Rappelez que si vous voulez, je vais faire une analogie qui ne plaira peut-être pas à tout le monde, mais si je prends une analogie guerrière, après tout, j'enseigne les relations internationales, il y a une première bataille en ce moment, qui est une bataille juridique qu'on a déjà perdue. Parce qu'on n'a pas de contrôle là-dessus, on est posté au milieu entre les deux tranchées et puis on attend de savoir sur qui ils vont tirer et qui va tomber au champ d'honneur. Voilà. Il y a une deuxième bataille qui va s'engager après le 30 avril, qui pour moi est une bataille qui est beaucoup plus politique et beaucoup plus sociale et qui implique toute la communauté. Et celle-là, on a des chances de la gagner. Mais pour ça, il va falloir effectivement qu'on soit prêt. Puis il nous reste ces 2 mois-là, finalement, de stress et d'attente. On peut les mettre à profit en réfléchissant déjà à différentes façons de gagner cette bataille-là et de rassembler les troupes, si je peux dire ainsi. Excusez-moi, je vais filer la métaphore guerrière, parce qu'elle est importante et on le disait, toute la francophonie canadienne est dans le trouble. On le sait au campus Saint-Jean, vous avez votre lot à Ottawa aussi. C'est vraiment difficile pour tout le monde et je pense qu'il y a une réflexion assez rapide à avoir de façon collective tous ensemble sur comment on peut peut-être travailler ensemble, effectivement, peut-être se réseauter, s'appuyer les uns les autres, parce qu'il faut aussi qu'on puisse vendre ça aux politiciens et ça ne peut pas se faire si on n'utilise pas leur terminologie. Donc effectivement, ça va être de leur montrer que ça peut permettre de faire quelque part des économies. Voilà. Merci beaucoup Aurélie pour ces mots de la fin. Il me reste qu'à remercier Denis Urtubise, Aurélie Lacassagne, Simon Laflamme, Serge Miville et Cornel Zeturski pour leur participation à cette table ronde. J'annonce immédiatement une autre table ronde. Plusieurs sont déjà inscrits, mais vous pouvez une autre table ronde pour poursuivre ce dialogue. En fait, c'est pensé ensuite comme de cette manière-là. Le 23 mars, une table ronde consacrée au financement des universités francophones au Canada. Le temps d'une réforme est-il venu? C'est la question. Et pour nous parler, cette fois-ci, nous avons invité Geneviève Tellier de l'Université d'Ottawa, évidemment, Normand Labrie de l'UOF, Sani Yaya, qui est vice-recteur international et francophonie, Pierre-Yves Moquin et Denis Prudhomme, recteur à Moncton. Donc, c'est une invitation le 23 mars. Mettez ça à vos agendas. Et je vous souhaite, malgré tout, un beau mois de la francophonie. Et tenez bon, chers amis de la Laurentienne, nous sommes avec et derrière vous. Je vous salue et je vous souhaite de passer une bonne journée. Merci à tous et toutes.